aux personnes engagées en faveur de l'unification européenne. C'est un peu ironique, n'est-ce pas, que vous le receviez au moment même où l'Europe semble se déchirer. Vous êtes l'un des 3 chefs de l'UE. Quel est selon vous votre degré de responsabilité quant à la situation actuelle? Dans l'Union européenne elle-même, les choses vont bien dans la mesure où la paix est préservée. Nous avons des problèmes à nos frontières, ce qui est autre chose, mais pas dans l'Union européenne. L'Union européenne est d'ailleurs le plus grand projet de paix qui n'ait jamais existé. Concernant le prix Charlemagne que je reçois dans une période de turbulence marquée par l'euro-hostilité, l'euroscepticisme, etc., je veux répondre qu'il ne faut pas oublier que même après les élections européennes, 70% des parlementaires restent affiliés à des partis politiques favorables au projet européen. Ce qui signifie que plus de 25% d'entre eux sont maintenant contre ce projet, ce qui n'est jusque-là jamais arrivé dans l'histoire de l'Union européenne. Non, mais il faut garder le sens des proportions et il y a encore une écrasante majorité de parlementaires qui sont en faveur du projet européen. Et vous avez raison, la minorité des anti-européens n'a jamais été aussi grande, mais il ne s'agit pas d'un groupe homogène. Il y a des personnes qui viennent de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite et de l'extrême droite. Compte tenu de leur dynamique au cours des dernières années, ne craignez-vous pas qu'ils forment un groupe cohérent? Nous avons vu que Marine Le Pen, la chef du Front National en France, tente de former un groupe au Parlement. Oui, mais pas avec la gauche. Même s'ils essaient de trouver un groupe avec les mêmes aspirations. Mais le populisme était déjà présent bien avant la crise financière, bien avant la crise de la zone euro. Je vais vous donner un exemple. Vous avez mentionné Madame Le Pen. Il y a 10 ans, son père arrivait en 2e position de l'élection présidentielle en France, juste après le président sortant Jacques Chirac. Et à cette époque, cela n'avait rien à voir avec l'Europe ou la crise de la zone euro. Pourtant, 19% des électeurs français avaient voté pour l'extrême droite. Le populisme fait partie de la vie politique. Bien sûr, il s'est accentué avec la crise de la zone euro et la crise économique. Et je ne le sous-estime pas, mais je le replace dans le bon contexte. Avez-vous fait des erreurs au cours de votre mandat? Bien sûr. Lesquelles? Toute personne qui prend ses responsabilités commet des erreurs. Certes, des erreurs ont été commises au niveau de l'Union et au niveau des États membres. Au niveau du Conseil européen, qu'auriez-vous pu faire différemment? Je ne vais pas énumérer ici mes erreurs, nos adversaires le font. Abordez les principales. Disons qu'en général, nous devons tomber d'accord avec 18 pays pour la zone euro, 28 pour l'Union, et que souvent nous avons agi un peu trop tard. Comme certains disent, nous avons parfois agi trop peu et trop tard. Mais quel est le résultat? Le résultat, c'est que nous avons supprimé la menace qui pesait sur l'existence de l'euro et de l'eurozone. La menace existentielle contre l'euro a-t-elle vraiment disparu quand on voit des leaders comme Marine Le Pen qui veulent se débarrasser de l'euro? Les marchés financiers ont été la plus grande menace. Ils étaient convaincus 1 an et demi plus tôt que l'euro s'effondrerait. Les discussions tournaient plutôt sur le moment où l'euro s'écroulerait. Mais qu'il s'effondre, c'était sûr. Donc ce débat dans les médias internationaux et sur les marchés internationaux est complètement dépassé, même dans des pays comme la France ou la Grèce, où une grande majorité de personnes veut rester dans l'Union et appartenir à l'euro. Nous avons demandé à nos téléspectateurs sur Internet de vous poser leurs questions. En voici une postée par Super James Bond. Il voudrait savoir si vous, Herman Van Rompuy, comprenez que les peuples de l'Union en ont assez de cette Europe que vous défendez et de la destruction de pays par l'Union. Je ne sous-estime pas ce qui s'est passé lors des élections européennes, mais aussi lors des élections nationales et les messages forts concernant l'Europe. Mais l'erreur qu'on ne peut pas faire est celle liée au peuple.
Faire comme si tout le monde pensait la même chose. C'est absolument faux. Quand on va plus loin et qu'on questionne davantage les gens, on s'aperçoit qu'une très grande majorité veut rester dans l'Union et dans la zone euro. Pratiquement personne ne veut revenir à la situation d'avant 1958. Personne. Wants to go back to the situation before 1958. Nobody. Mais les gens ont voté pour des partis qui veulent que leur pays sorte de l'Union. Assimilez-vous cela à un vote de protestation? Non, mais ce n'est pas la majorité des gens. Ne confondez pas les partis. Des petits partis et des partis plus grands qui représentent une majorité de la population. Comment le Parlement, comment les institutions de l'UE travaillent-elles avec un groupe qui s'oppose à l'Union elle-même? Nous avons vu que Nigel Farage, le chef du UKIP britannique, a dit que le caractère inévitable de l'intégration avait disparu avec les élections européennes. UKIP et les autres partis ne sont pas majoritaires au Parlement, pas du tout. Alors le Parlement, les institutions de l'UE peuvent fonctionner quoi qu'ils puissent penser. Mais n'y a-t-il pas une contradiction dans ce que vous dites? Car d'une part, vous dites « nous allons écouter les gens » et d'autre part, vous assurez que tout va continuer à fonctionner de la même façon. Non, nous devons écouter le message des électeurs, à savoir qu'il y a un désenchantement à l'égard du fonctionnement des institutions de l'Union européenne. Il y a un malaise car l'Europe est aussi liée au chômage, à la crise, etc. Et nous devons apporter des réponses à cela via des politiques qui font la promotion de la croissance économique, qui créent des emplois. Et nous sommes sur la bonne voie. C'est le message que j'ai reçu. Le message des extrémistes, lui, ne sert à rien du tout. Diriez-vous que Nigel Farage est un extrémiste? Oui, quand votre projet est de quitter l'Union européenne, n'est-ce pas de l'extrémisme? Est-ce que plus d'intégration est donc inévitable? Plus d'intégration dans la zone euro est inévitable parce que si nous avons une monnaie commune, nous avons besoin de davantage de politiques communes. Et je ne dis pas cela parce que je suis un fondamentaliste européen, mais parce que c'est la conséquence logique du choix que nous avons fait il y a plusieurs années avec le traité de Maastricht et le lancement de l'euro. Lorsque vous avez une monnaie commune, vous devez avoir des politiques communes. La volonté du peuple est d'avoir de l'emploi et un bon niveau de vie. Et sans une union économique et monétaire durable, et sans une zone euro plus intégrée, nous ne pouvons pas avoir la prospérité et l'emploi. Justement, vous aviez parlé de l'emploi quand vous êtes entré en fonction. Vous aviez dit que la baisse du chômage, la lutte contre le chômage était votre priorité. Or, nous voyons actuellement qu'il y a environ 25 millions de chômeurs dans l'UE des 28. Reconnaissez-vous avoir échoué? Il y avait un problème de chômage structurel en Europe, et en particulier dans la zone euro bien avant la crise. Nous ne nous sommes pas attaqués à ce problème à ce moment-là. Il y avait donc une défaillance. Reconnaissez-vous que l'UE n'a pas... C'était déjà un échec à ce moment-là. C'était un échec et je ne vais pas discuter des responsabilités de chacun. Disons que c'était à l'époque une responsabilité collective, une responsabilité conjointe des pays, des États-nations et des institutions de l'Union européenne. Reste que, lorsqu'il y a eu la crise de l'euro et de la zone euro, ça a été un choc. Lorsque j'ai pris mes fonctions, je n'aurais jamais pu prévoir que, quelques mois plus tard, nous serions dans la plus grosse crise traversée par l'Union européenne depuis sa création. Et nous avons surmonté cette crise avec beaucoup de travail réalisé au niveau des États membres. Vous pouvez affirmer avoir surmonté la crise? Nous avons surmonté la menace qui pesait sur l'existence même de la zone euro, c'est clair. Nous avons surmonté la crise quand on voit le prix social à payer, qu'on regarde le chômage en Grèce et la soi-disant génération perdue? Non, vous ne pouvez pas caricaturer mes propos quand je dis que nous avons surmonté la menace existentielle contre l'euro. Je n'ai jamais dit que nous avions surmonté la crise de l'emploi et la crise économique. Mais nous devons aussi garder à l'esprit les récents développements.
En 2013, nous avons renoué pour la toute première fois avec une croissance économique positive, même en Grèce. Sommes-nous là